Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo Introduction à l'intelligence artificielle. Dans les 3 précédentes vidéos, nous avions vu un petit peu l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, le rapport entre les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un réseau de neurones et comment ça fonctionne, quelques exemples d'utilisation de façon vraiment PowerPoint, donc décrite, et une conclusion avec l'évolution de l'IA dans le futur et les points importants à retenir. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour retrouver ces 3 précédentes vidéos ainsi que télécharger le support PDF de cette présentation. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur des exemples d'utilisation, mais ce coup-ci à l'aide de simulateurs. Donc, le premier simulateur, c'est un simulateur développé par l'université de Berkeley, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo vers ce site. Après, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne, le télécharger et le réutiliser. Et ma présentation où je parle de l'exemple du labyrinthe est basée sur ce simulateur. Donc voilà, si je lance le simulateur en mode manuel pour le premier coup, on peut voir que j'ai bien mon petit personnage qui se trouve ici, une récompense positive, une récompense négative, une zone sur laquelle je ne peux pas aller, et bien sûr je ne peux pas sortir non plus du cadre du jeu. Et si maintenant j'appuie sur la flèche haut, hop, je vais aller en haut. Si je rappuie en haut, à droite, là on voit que je ne me suis pas déplacé alors que je vous assure que j'ai bien cliqué sur à droite. Pourquoi? Tout simplement parce que le simulateur d'une intelligence artificielle, pour être complètement cohérent, pour être capable d'explorer la totalité de l'environnement, est obligé d'intégrer une part d'aléatoire. C'est-à-dire qu'ici j'ai demandé à aller à droite, sauf que le résultat de l'exécution de cette commande, pour lui, a été d'aller soit en haut, soit en bas, je ne sais pas exactement, mais pas de faire ce à quoi je lui ai dit. Et c'est très important pour être sûr qu'il ne suive pas toujours un seul et même chemin, mais qu'il explore un petit peu les autres possibilités et à partir de là, possiblement trouver une solution plus efficace que la première trouvée. Donc je poursuis, hop, je monte, je vais à droite et j'ai gagné. Bon alors là c'était manuel, c'est pas très intéressant, mais regardons ce qui se passe si maintenant je mets en automatique. Donc on peut voir que là il est en train de naviguer, il a compris que cette case là était pas bonne, que lorsqu'il est ici, qui veulent monter ou pareil ici qui veulent aller à droite, et ben ce n'est pas bon non plus parce que il va se taper une pénalité, alors qu'à l'inverse ici il a compris que sur cette case là il doit aller à droite pour l'avoir. Et donc à partir de là il comprend que y a un circuit à faire et bon alors là c'est seulement 10 épisodes dans un temps assez long que j'ai fait pour montrer un petit peu l'évolution. Mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il a appris et toute cette partie là où il ne sait pas encore parce que en montant il a jamais trouvé de points positifs. Voilà, c'est vraiment au début il explore, lorsque il arrive à une fin, à avoir une récompense, hop, cette dernière est une récompense, etc. Et au fur et à mesure ça va se propager. Pareil pour les malus. Si maintenant je passe à une vitesse un petit peu supérieure et à sans occurrence, hop, voilà, on voit déjà qu'il se déplace beaucoup plus rapidement. Au début, il est toujours assez hésitant, même si on voit qu'il commence déjà, hop, c'est bon, il a déjà trouvé un circuit qui lui plaît bien, monter et aller à droite. On voit que ici, pour le moment, il privilégie d'aller en haut, et hop, là, d'un seul coup, il comprend que des fois, quand il va en haut, c'est pas bon parce qu'il risque quand même de tomber dans le malus. Et vu qu'il n'a pas de pénalité de temps, il va préférer aller toujours sur la gauche pour être sûr de ne jamais tomber dans le malus. Et puis, s'il arrive en bas, il va préférer faire l'intégralité du contour. Là, toujours en prenant en compte la part d'aléatoire, c'est pour ça qu'on voit bien que de temps en temps, il ne fait pas ce qu'il a envie, il ne fait pas toujours au droit, de temps en temps, hop, il passe sur la droite et puis il fait demi-tour. De temps en temps, ici, il descend et après, soit il refait tout le tour, soit il arrive à tomber en haut
et il continue. Voilà, c'est vraiment un apprentissage au fur et à mesure et il s'optimise et on voit bien le chemin qu'il privilégie, faire tout le contour, surtout pas aller vers le malus et s'il est bloqué ici, préférer essayer de taper toujours dans le bloc pour avoir une probabilité de monter ou de descendre, mais jamais essayer de monter ou de descendre parce que risque de malus. Voilà, donc le circuit, on le voit bien ici. Maintenant, je vais rajouter ce qu'on appelle une pénalité. Une pénalité au temps de retard, en fait, pour faire en sorte que plus il va mettre de temps à arriver à destination, plus il va perdre. À chaque fois qu'il va faire une action, il va perdre un petit peu. Hop. Donc on le voit que tout de suite ça a commencé au rouge, on a des moins un peu partout. C'est normal parce qu'à chaque action qu'il fait, il a une pénalité de 0,01, ce qui l'oblige à aller le plus rapidement possible. Et la différence du coup de ce cas-là, c'est qu'il va préférer ici, sur cette case, monter, quitte à risquer d'avoir une pénalité de temps en temps. Mais cette pénalité finalement va être moins grave sur le long terme que d'avoir à faire tout le contour. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre et ça va permettre d'optimiser un petit peu. Et hop, si on regarde, on voit bien du coup qu'il privilégie de monter. Maintenant, je vais prendre un cas un petit peu plus extrait, je vais mettre une pénalité de 2. Et là, on voit que forcément tout est toujours rouge. Là, il comprend qu'il a un point bonus, mais sinon tout le reste est assez rouge. Et c'est là qu'il est très important de bien choisir les paramètres que l'on utilise, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit qu'il est en train de faire? Il est en train d'aller directement vers la pénalité. Pourquoi? C'est pas illogique, faut comparer ça à un soldat qui est gravement blessé et qui préfère en terminer là, plutôt que d'essayer de sortir, parce que pour sortir, il va avoir beaucoup plus de douleur que de simplement en terminer. Donc on voit bien que dès le début, ce coup-ci, il va essayer d'aller vers la pénalité. Et encore une fois, là j'ai une pénalité de -1, alors que faire un seul mouvement, c'est une pénalité de -2. Donc forcément, c'est plus avantageux d'aller sur cette case que d'aller sur n'importe quelle autre case, à part celle-ci. Voilà comment est-ce qu'on peut interpréter et pour bien montrer l'importance cruciale des différents paramètres qui sont utilisés pour apprendre à l'intelligence artificielle, parce que c'est pas elle seule qui va déterminer, c'est nous, et c'est à nous de vérifier que ce qu'elle a appris corresponde bien à ce qu'on attendait. Sinon, il faut peut-être jouer sur les paramètres pour justement essayer de la faire aller plus rapidement vers la sortie, mais sans non plus la faire mal les choses. Voilà, si maintenant on va sur un autre site qui est développé par Google qui s'appelle playroom.tensorflow.org, qui permet de faire une petite simulation assez simple et de voir un réseau de neurones que l'on peut construire au fur et à mesure et voir comment est-ce qu'il réagit. Donc on va commencer par un réseau de neurones à un seul neurone qui est un perceptron. Et en jeu de données, on va les diviser en deux groupes. Donc on peut imaginer, en simplifiant grossièrement le trait, que les points bleus ce sont nos photos de chiens et nos points orange les photos de chats. Et à partir de là, on peut voir que si je lance, tac, j'ai une erreur de 0 très rapidement. Pourquoi? Parce qu'un perceptron est tout à fait capable de tracer une droite pour délimiter deux zones. Et donc, on a automatiquement le bon nombre de résultats. Donc, on voit que tous les points qui seront dans la zone bleue seront considérés comme des chiens. Tous les points dans la zone orange seront considérés comme des chats. Et on répond à notre problématique. Mais là, on est sur un jeu de données extrêmement basique. De la réalité, on n'est jamais là-dedans. Si on prend un jeu de données plus complexe, comme avoir les chiens en haut à droite et en bas à gauche, et les chats en haut à gauche et en bas à droite, là, il va jamais réussir. On voit qu'on a à peu près une chance sur deux
d'avoir juste, une chance sur deux d'avoir faux. Et on pourrait l'entraîner autant de temps que l'on veut, le perceptron n'est pas capable de caractériser plus. Que se passe-t-il si on rajoute un réseau de neurones à deux neurones en intermédiaire? On lance, on voit que c'est déjà un petit peu mieux, mais bon, il a tracé grosso modo deux traits, et donc il y a toute une partie quand même qui reste fausse. Et donc une erreur de 29%. On va continuer, on va lui mettre un deuxième réseau de neurones, toujours à deux neurones. Ah, là, il apprend quand même beaucoup mieux, il se stabilise et on a une erreur quasiment nulle. Donc, on voit qu'en rajoutant différentes couches de neurones, on arrive à répondre correctement. Là, on voit que du coup, c'est haut et bas. Ici, il y a une inversion par rapport à la première couche. Et là, du coup, on arrive à déterminer haut et bas pour le orange. Et donc, le bleu est ce qu'il reste. Et on peut se poser la question aussi d'autres paramètres. Ici, on a une activation tangente H. Mais si maintenant on venait à passer en relou, comme il y a sigmoïde, linéaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment plusieurs paramètres différents. Si on l'active, on voit qu'il ne réagit plus du tout de la même façon. C'est bien pour montrer l'importance des différents paramètres. On va rajouter deux neurones, un par couche, et on voit que grosso modo il ne s'en sort pas. C'est bien pour montrer l'importance des différents paramètres à utiliser. Si maintenant on revient sur tangente H et on passe sur un autre système plutôt en cercle ce coup-ci, hop, on va revenir sur un réseau très simple de une couche de neurones. On voit qu'il arrive à faire une petite boucle, mais pas mieux. Si maintenant je reste comme ceci mais que je passe en relue, hop, ce n'est pas mieux. Je repasse en tangente 3 couches. Ah, c'est mieux. Mais là, on voit que c'est quand même un petit peu triangle. C'est pas vraiment un cercle, alors que nous, intuitivement, on irait plutôt vers un cercle. Je retombe sur relue avec 3 neurones. Hop, c'est déjà mieux. Alors, c'est pas encore un cercle parfait, mais on voit vraiment que le découpage est plus net. Voilà ce qu'on peut faire vraiment avec différents paramètres. Et maintenant, le cas le plus complexe qu'il y a de cette simulation, c'est le cas vraiment d'une spirale où les deux vents s'entremêler. Et alors là, dans la présentation en présence, j'ai tendance à demander aux personnes combien de couches et combien de neurones par couche il faudrait pour être capable d'apprendre, voire même quels paramètres d'activation utiliser. Là, je ne vais pas rentrer dedans. Si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre dans les commentaires de la vidéo, ce que vous pensez avant de regarder la suite. Mais tout de suite, je vais montrer, on va mettre 3 couches de 5 neurones chacun. Et on va lancer un apprentissage. On voit que ça met quand même pas mal de temps, il galère, il y a des moments où il est moins performant que d'autres parce que il perd. Mais il est quand même de la tendance à s'améliorer au fur et à mesure. On peut voir que les deux traits sont très différents. Pourquoi? Parce qu'il y a deux jeux de données. Dans l'apprentissage, c'est très important. Il y a toujours le jeu de données d'entraînement et le jeu de données de test. Donc les tests, hop, je peux les rajouter ici. C'est pour être un petit peu plus précis parce que on l'entraîne avec certaines données, mais il faut bien vérifier qu'on n'a pas appris ces données par cœur, mais qu'on est capable de généraliser. C'est pour ça que les données de test, on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus complets. Et donc là, avec 3 couches de 5 neurones chacun, on n'y arrive pas. Enfin, pas très bien. Si on met 3 couches de 6 neurones chacun, on va voir qu'on s'améliore un petit peu. Mais vu que c'est un jeu de données beaucoup plus complexe, il faut beaucoup plus d'époque pour être capable de apprendre correctement le fonctionnement. Là, on voit qu'on s'en sort toujours pas. On va mettre 3 couches de 8 neurones.
Et là, on va être capable de répondre pas trop mal au fonctionnement. Mais ça va prendre quand même du temps, hein. On voit que c'est en train de se dessiner. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pas encore parfait. Ça continue de s'optimiser. Donc la taille du réseau de neurones, le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, les différents paramètres des fonctions mathématiques qui sont utilisées sont extrêmement importantes pour s'optimiser. Et là on voit qu'à peu près en 1000 époques d'entraînement, on a été capable d'apprendre cette fonction assez complexe avec 8 neurones par couche et 3 couches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de la présentation PowerPoint dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir les 3 précédentes vidéos où je présentais justement ces 3 parties-là. Et vous pouvez cliquer aussi pour aller vous-même jouer sur les 2 simulateurs avec les liens dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!